Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi et on repart avec une interview. Ça faisait déjà quelques semaines que vous m'aviez juste moi pour vous. Et aujourd'hui, je vais partager avec mon amie Pauline, mon amie coachée, euh, future collaboratrice Pauline. On va vous partager un petit peu plus autour de comment déléguer. Vous retrouverez un épisode dans l'art de ta puissance que je remettrai aussi en bio de cet épisode de podcast. Vous retrouverez un premier épisode que j'avais fait toute seule pour vous accompagner à décider de déléguer, de comprendre quand est-ce que c'était le bon moment et comment prendre finalement cette décision. Aujourd'hui avec Pauline, que je vais vous présenter juste après, on va vous parler un petit peu plus de comment faire tout ce processus de sélection pour vraiment trouver la perle rare qui va vous permettre d'expanser votre entreprise. Pauline, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu plus à nos auditeurs et auditrices du jour? Oui, merci beaucoup déjà Cécilia pour cette invitation. C'est un plaisir d'être sur ce deuxième podcast où on va parler de trouver la perle rare. Trouver la perle rare, c'est un peu mon métier d'accompagnement et le fil rouge depuis des années. J'ai effectivement commencé dans le recrutement et le développement et accompagner les personnes à briller, on va dire, avec leur propre talent. Donc c'est vraiment ma spécialité. Et j'adore voir les personnes se déployer quand elles sont au bon endroit, à la bonne place. Hmm. Parce qu'on est chacun unique Hmm. et on a tous notre place. Yes. Merci d'avoir répondu à cette nouvelle invitation sur le podcast. Pauline, vous pouvez la retrouver à l'intérieur de différents épisodes qu'on a fait sur le Human Design pour les profils de 4. On vous avait parlé aussi de la tendance du marché, du coaching et de l'accompagnement en règle générale en 2024. Donc voilà, c'est la troisième fois que Pauline intervient sur le podcast et pas la dernière. Donc aujourd'hui, on va vous parler, comme on vous explique depuis le début, sur la partie déléguée. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de faire un épisode là-dessus? J'ai envie quand même d'apporter un peu de contexte. En fin 2024, je me suis retrouvée à un moment où j'ai senti que c'était le moment pour moi de déléguer. Ça faisait depuis le début de l'année où j'étais un peu en processus de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je délègue, est-ce que je délègue pas. J'avais déjà testé plusieurs fois les années précédentes et j'en parle dans le premier podcast que j'avais fait. Et puis là, je sentais que c'était le moment où je commençais à me sentir débordée et où si je voulais continuer de servir plus de personnes au travers de mes accompagnements et donc aussi d'augmenter mon chiffre d'affaires, il fallait que j'en passe par ne plus être seule à l'intérieur de mon entreprise. Mais j'étais terrifiée. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mes contacts quelqu'un qui m'a aidée vraiment tout au long du processus à définir au mieux, étape après étape, pour trouver la candidate idéale. Et spoiler alerte, aujourd'hui, j'ai la perle rare dans mes équipes et je sens que je peux enfin me dire vraiment qu'Aluna va atteindre les sommets que j'ai envie qu'on atteigne ensemble. Et ça, c'est en partie grâce à Pauline qui m'a aidée au travers de ce processus. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse réavoir ces conversations qu'on a eues tout au long du mois de décembre, mais de le faire enregistrer pour que vous puissiez aussi en profiter. Donc un peu pour resituer, vous trouverez à l'intérieur du premier épisode vraiment tout ce qui va vous aider à prendre la décision de déléguer. Et à partir d'aujourd'hui, on va vous parler plutôt de comment créer une fiche de poste pour attirer les bons candidats. Après, comment sélectionner et passer dans un processus de sélection vos candidats au travers des entretiens. Et après, comment prendre la décision la plus alignée. Si tu avais des premières petites pistes à nous partager quand on crée une fiche de poste, quand on a pris la décision de déléguer, euh, qu'est-ce que doit avoir notre fiche de poste pour attirer les bons candidats à nous? Alors, la première chose, c'est clairement identifier quels sont les besoins dans l'entreprise. Avant de penser à quelle personne j'ai besoin, c'est réfléchir en termes de compétences. Donc, c'est vraiment faire un focus sur quelles sont les compétences qui vont être nécessaires sur le poste. Et bien entendu, on peut faire les différences hard skills, soft skills, enfin peu importe. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelles sont les compétences humaines sur lesquelles on va faire le focus et quelles sont les compétences techniques sur lesquelles on va avoir besoin de soutien. Et bien entendu, en fait, tout ça inclut à l'intérieur de la culture et des valeurs que vous avez pour vous et pour votre entreprise, parce que ce n'est pas simplement recruter quelqu'un avec des compétences, c'est aussi recruter quelqu'un qui va adhérer, avoir des valeurs qui vont correspondre à votre société pour pouvoir grandir avec vous.
Donc ça, c'est les bases. OK. Et moi, je me rappelle qu'on avait justement beaucoup, beaucoup discuté autour de ça parce que j'avais quand même une bonne première idée. Mais je crois que vraiment, en tout cas dans ce que j'ai expérimenté, cette partie de faire cette fiche de poste et de la faire au plus proche des besoins de l'entreprise, c'est ce qui va déterminer le reste. Et à quoi est-ce que toi, tu vois une bonne fiche de poste? Parce que je me rappelle, par exemple, toi, tu avais lu la mienne, tu m'as dit: «Non, mais c'est bon, parce qu'il faut juste, rappelle-toi ça, ça, ça et ça». C'est quoi qui, pour toi, détermine, heu, une fiche de poste où tu te dis: «C'est bon, là, ça fait sens»? Ouais, alors je vais juste remettre un peu le contexte parce qu'en fait, j'ai été recruteuse dans des grosses, multinationales, en agence de recrutement, j'ai recruté dans le domaine bancaire, j'ai recruté pour des, grosses sociétés dans le trading, et clairement, on a des personnes, c'est en train d'évoluer, ça continue d'évoluer. Bien entendu, aujourd'hui, bah, capter l'attention, ça va être, de toute façon, c'est le focus de chacun, capter l'attention des personnes. Donc une fiche de poste, c'est pas quelque chose de rédigé avec 50 000 mots, où on voit pas, entre guillemets, «l'âme», on voit pas, on ressent pas en fait la culture d'entreprise. Donc ça doit être une fiche de poste où il y a de l'émotion, où il y a vraiment la touche de l'entrepreneur là qui va aller recruter. Il y a une partie de la vision, là où on a envie d'emmener la personne et au final à l'intérieur, les choses principales qu'on doit avoir dans cette fiche de poste, c'est encore une fois, c'est quoi la mission? C'est quoi les activités clairement que la personne elle fait? Et c'est, bah, qu'est-ce qu'on a réellement besoin comme compétences humaines, quoi. Les compétences techniques, elles se développent. Donc bien entendu, il faut une base minimum. Mais quand on va recruter quelqu'un sur du long terme, bien entendu que les compétences techniques, elles vont évoluer parce que la personne, elle va évoluer avec toi dans la société dans laquelle tu vas la recruter ou enfin voilà, ou quand tu es en binôme en entrepreneuriat. Donc vraiment, les bases, c'est ta touche personnelle, ta vision, tes mots-clés que toi tu utilises dans ton quotidien, parce que la personne, elle doit vibrer avec les mots que tu utilises. Et ensuite, bah, clairement, ça va être qu'est-ce que tu recherches. Si tu cherches quelqu'un qui va parler à tes clients, si la personne, elle n'a pas de l'empathie, si elle n'a pas une qualité de communication, tu peux pas recruter quelqu'un qui va être à l'intérieur de son bureau et qui parlera pas à tes clients. Donc, il y a vraiment des choses spécifiques et après, y mettre les mots qui sont alignés avec ta société. Yes. Et tu viens de soulever quelque chose qui est très très important, c'est que cet épisode, on le crée pas pour recruter à court terme. On n'est pas sur du court-termisme. On n'est pas sur l'idée de on va sauver notre entreprise, notre projet entrepreneurial juste parce qu'on va prendre quelqu'un, la cousine, le tonton, qui va faire du rafistolage. Là, on est plutôt sur de la haute joaillerie avec l'idée d'aller vraiment recruter la perle rare qui nous permettra à long terme de passer un step à l'intérieur de notre entreprise. Et donc c'est pour ça que ça peut paraître totalement anodin de parler autant de temps et de prendre autant de temps de parler juste de cette fiche de poste qui est le tout début. Mais moi, je me rappelle que j'ai mis plusieurs semaines à accoucher de cette fiche de poste, que je l'ai pris et repris, que j'ai nourri, que j'ai noté. Et quelque chose dont je me rappelle énormément, c'est que justement, si vous êtes sur cette vision long terme, vraiment avec cette envie d'embaucher quelqu'un qui restera plusieurs années, voire peut-être, même des décennies avec vous et qui grandira avec vous, le conseil que moi je me rappelle que Pauline vient de donner et que Pauline m'a donné à l'époque, c'est: «Concentre-toi sur les soft skills», c'est-à-dire sur les compétences humaines. C'est quoi les compétences humaines que tu as envie d'avoir chez cette personne qui, moi, dans ce cas-là, c'était mon assistante, qui pouvait évoluer vers un bras droit. Donc, on était vraiment sur l'importance et les compétences humaines plus que les compétences techniques. Et quelque chose qu'elle m'a fait prendre conscience, et on en parlera beaucoup à l'intérieur de la suite de ce podcast, c'est que c'était d'autant plus important ces compétences humaines parce que le technique, je pouvais former la personne. Je suis autodidacte, je gère tout dans mon entreprise jusqu'à maintenant, donc je suis peut-être pas la meilleure sur tous les sujets et certainement que dans les prochains mois, les prochaines années, on va avoir envie d'évoluer en prenant des spécialistes sur certains sujets plus techniques. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien, ça tourne bien comme ça et j'étais vraiment plus focus sur qui est cette personne, quelle qualité humaine elle a. Voilà, on a parlé bien de la fiche de poste.
On va en arriver à la deuxième partie de ce processus de recrutement, qui va être le moment où on fait passer des entretiens. Donc, avant de faire passer des entretiens, il faut déjà décider de la structure de recrutement qu'on a envie d'avoir pour qualifier les bonnes personnes et, après avoir attiré ces bonnes personnes-là à nous, pouvoir les qualifier. Juste avant, peut-être, vous parler de moi, comment est-ce que j'ai partagé, comment est-ce que j'ai touché un bon public. Moi, je suis partie du principe, j'ai pas du tout fait tourner ma fiche de poste en dehors de mes propres réseaux. De nouveau, parce que ce que je cherchais, c'était des qualités humaines et des qualités humaines qui résonnent avec mon entreprise, qui est quand même atypique. Et c'est OK, parce que je suis une personne atypique. Non, mais faut le dire. Et donc, je suis pas allée le partager sur tous les groupes Facebook existants et pour avoir. Toi, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner pour une personne dans le processus de OK, j'ai ma fiche de poste et je veux attirer les bons candidats. C'est quoi pour toi la bonne manière, s'il devait y en avoir une bonne, de diffuser finalement ce poste? Ouais, en fait, pour là, tout va dépendre. Parce que clairement, tout va dépendre de la taille de votre structure, de l'impact international, si vous avez besoin de plusieurs langues. Enfin, ça va vraiment, en fait, on va dire que la publication, la publicité, enfin, en tout Mm. cas, transférer son annonce d'emploi va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on va rechercher. Mm. Et si on veut rechercher spécifiquement un comptable, bah forcément, ou quelqu'un, un directeur financier, il va y avoir des réseaux spécifiques. Si on veut des gens trilingues ou quadrilingues, bah, ça va être aussi potentiellement d'autres réseaux spécifiques. Après, bien entendu, on connaît toutes les deux l'Human Design, qui est un outil de connaissance de soi que bah, moi, j'utilise beaucoup dans les stratégies justement de recrutement ou alors de développement commercial pour les personnes qui soient vraiment alignées avec qui elles sont. Et en utilisant et en connaissant ces outils, bah, il y a des personnes, typiquement, ça va fonctionner clairement que par réseau. Mm. Moi, dans mon profil, je sais que les recrutements, en fait, les recrutements de personnes, les nouvelles personnes que j'attire à moi sont en général des personnes qui sont dans mon réseau de proximité. Donc clairement, ça va être spécifique et là-dessus, on pourrait en faire un épisode complet parce que le sourcing, Mm. en soi, c'est aussi quelque chose de complètement à part. Maintenant, voilà, là spécifiquement, on va parler ensuite, une fois que vous avez réussi votre sourcing, Mm. une fois que vous avez réussi à voilà, attirer de nombreuses personnes, bah, vous allez pouvoir, on va vous parler en fait de voilà, quelle est la prochaine étape. Mm. Parce que quand on publie une annonce sur LinkedIn, quand on a une annonce qui est super bien rédigée, on peut attirer facile entre 100 et 150 Mm. dossiers. Mm. Donc je parle même pas de la sélection, on va vraiment passer à l'étape Mm. où on a bien rédigé cette Mm. offre, on a attiré un certain nombre de personnes Mm. qui est raisonnable. Et justement, on va faire cette sélection pour pouvoir les faire rentrer dans un processus d'entretien et de coup de recrutement, Yes. de sélection. Moi, il faut savoir que j'ai eu très peu de candidatures, mais c'était plutôt une stratégie. Loin d'être une stratégie, c'était vraiment un ressenti. Moi, vous le savez si vous écoutez un petit peu l'art de ta puissance et si vous me découvrez, bienvenue par ici. Je suis une coach business atypique qui fait beaucoup de choses à l'intuition. Et donc, je pose beaucoup de questions à l'âme de mon entreprise. Je fais énormément de tests kinésiologiques tout le temps. Et c'était non pour pour le poster sur LinkedIn, sur les groupes Facebook, d'aller chercher dans des plateformes de sourcing. C'était non. C'était juste publie-le sur tes réseaux, sur ta newsletter, parle-en en story Instagram et c'est tout. Et après, ça a été aussi beaucoup écrire à des candidates dont j'avais envie de recevoir les candidatures. Et en fait, moi, j'ai reçu 3 candidatures et j'ai pris 2 personnes en entretien. Et donc, moi, toute la partie, je regarde tous les dossiers, ça n'a pas été ma vérité. Et en même temps, c'était vraiment une volonté parce que, de nouveau, je cherchais quelqu'un qui pouvait évoluer vers mon bras droit, qui pouvait commencer avec une grande structure, une grande capacité à m'aider à me structurer, mais qui pouvait évoluer vers ça. Et j'ai pas envie d'avoir... Enfin, en tout cas, je ressentais pas que mon bras droit, ça devait être quelqu'un que je ne connaissais pas encore. Je sentais que ça était plutôt quelqu'un d'aller me sourcer directement dans le vivier de personnes qui m'avaient accompagnée. Et moi, j'observe beaucoup dans des petites entreprises telles que la mienne que ça fonctionne souvent comme ça, qu'on va aller chercher et se sourcer chez nos anciennes clientes, chez nos anciens collaborateurs, chez les personnes qui sont vraiment autour de nous. Mm. Après, quand on va chercher du plus spécifique, je pense que c'est un autre
un autre processus pour le sourcing, mais voilà. Donc moi, mon processus d'entretien, c'était avec 2 personnes et j'ai décidé de le faire en 2 étapes. Pauline vous expliquera pourquoi on a décidé ça ensemble. Mais donc voilà, juste pour partager, de base, moi, qu'est-ce qui en a été pour moi? Quel, quel conseil est-ce que tu m'as donné d'ailleurs? Est-ce que tu te rappelles les conseils que tu m'as donnés quand je t'ai dit: «Ah mais comment est-ce que je fais mon Dieu?» Ouais, bah, en fait, la première chose, c'est clairement de prendre le recul. Donc, en fait, la prise de distance, elle est hyper importante parce que si cette étape 1, elle a été bien faite, et ben du coup, le reste du processus, il va être beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, on cherche pas son clone, on cherche réellement à rechercher quelqu'un qui va avoir des compétences complémentaires de nous, qui vont être différentes. Même si tu as dit que tu es autodidacte, que tu sais faire plein de choses, dans tous les cas, il y avait des endroits où tu allais chercher quelqu'un qui allait être différent de toi. Donc, on va pas recruter, quand je recrutais en entreprise, j'ai eu beaucoup de directeurs, managers qui me disaient: «Ah mais je veux recruter celui-là parce qu'il fait partie de la même école que moi, il a fait le même parcours». Non, ça peut fonctionner si tu recrutes exactement, sur un même poste, les mêmes, enfin voilà, la même chose, un auditeur pour un auditeur, un comptable pour un comptable et encore. Donc toi, c'était prise de recul, focus sur ta fiche de poste, ta vision, tes compétences humaines, qui étaient primordiales en tout cas pour toi, ta sélection, pour qu'on puisse passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, bah, du coup, on était vraiment clairement sur quel va être le processus et définir le processus de recrutement avant même d'avoir lancé les entretiens. Quelle va être la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Parce que du coup, c'est tout un art, le recrutement. Pour moi, c'est tout un art, j'ai envie de dire, de séduction. En fait, on doit vraiment aller connaître la personne et parfois, on peut être un petit peu timide lors du premier contact, mais l'intention, c'est de poser les cartes sur table pour être sûr que bah, le candidat, entre guillemets, il nous choisit, mais nous, on le choisit aussi, Mmh. et que ça aille dans les deux sens. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, bah, les premiers conseils, je t'ai posé la question, comment est-ce que tu veux faire? Mmh. Quelles sont les choses spécifiques dont tu as besoin pour qu'on puisse aller identifier dans le processus quelles allaient être les étapes? Et dans les étapes, bah, il y a plein de possibilités. Et ça va tout dépendre déjà du temps que vous avez, du nombre de personnes qui vont intervenir sur le processus de sélection. Si vous êtes solopreneur, bah là, la question, elle ne se pose pas. Et encore, des fois, on peut faire intervenir des gens extérieurs. Mais clairement, les étapes principales, ça va être, bah, la première, c'est déjà avoir un premier call exploratoire avec la personne. Si on la connaît pas et que c'est pas quelqu'un avec qui on a parlé depuis plus d'un an ou quoi que ce soit, même si elle vient de ton réseau, c'est un call exploratoire pour savoir la personne, elle en est où dans sa situation. Si elle habite à l'autre bout du monde et qu'elle ne matche pas au niveau des horaires de travail sur lesquels vous voulez bosser, bah, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment, moi je conseille vraiment ce premier call exploratoire à l'intérieur duquel on a des questions qui sont très spécifiques pour, on va dire, aller dire oui ou non sur les critères principaux dont on a besoin. Et si vous cherchez quelqu'un qui parle espagnol et qui parle pas espagnol et français, bah en fait, bah non. Vous allez perdre votre temps et bah, du coup, vous êtes en train de revoir la stratégie de développement de votre entreprise parce que vous avez une seule personne qui postule et qu'elle n'a pas cette compétence. Oui, on peut avoir de la flexibilité, mais c'est aussi important de revenir à cette base, de se dire, OK, si j'ai pas suffisamment de personnes qui ont cette compétence, par exemple espagnole, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réouvre les candidatures pour me donner le choix? Mmh. Si on n'a pas de choix, bah, c'est compliqué. Je conseille toujours d'avoir au moins 3 candidatures, Mmh. minimum. Parce que 2 personnes, c'est pas un choix. 3, on a le choix. Et là, toi, tu as fait la sélection de 2 personnes, Mmh. mais tu avais 3 personnes. Oui. Et tu as fait cette sélection. Et ça, Mmh. c'est très, très important. Mmh. Oui, oui, j'ai reçu 3 candidatures et j'ai juste, vu qu'il y en avait une, ça ne matchait pas mes non négociables. Moi, j'aime bien parler de non négociables et si c'était sur les compétences non négociables, bah, moi, je cherchais quelqu'un qui soit vraiment amoureux du projet, qui ait envie d'être rémunéré pour ça. Je rémunère mon assistante, mais pour qui ce soit pas juste une question financière. C'était très, très important, pour moi. Hem et justement, c'est intéressant dans tout ce début de processus. Moi, j'avais déjà des idées, j'avais été checker sur Google, comment est-ce qu'on fait un processus de recrutement, mais j'ai bien aimé pouvoir, checker mes idées avec Pauline pour bien comprendre que voilà, après, alors
ce ce call qui a été, le premier entretien qui est entre de l'exploratoire et puis, bah, voir, quelles étaient les envies des personnes en face de moi. Est-ce que ça matchait vraiment? Et j'ai vraiment senti cette parade de séduction. C'est-à-dire que je me suis aussi mis dans le rôle Mmh. de: «Je vais sélectionner autant qu'être sélectionnée» et pour moi, c'était aussi très important de dire: «Bah, ça, c'est mes besoins et ça, c'est mes non négociables. Est-ce que toi, tu as envie de me rencontrer sur ces besoins et ces non négociables? Est-ce que toi, tu crois que ça fait partie de choses d'environnement dans lequel tu as envie de travailler. Parce que de nouveau, l'idée c'est pas d'avoir un turnover, et que dans 6 mois on recommence le processus de sélection et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience en discutant avec toi et en me disant: «Bah, OK, en fait, de toutes les manières, j'ai rien à perdre et j'ai tout à gagner et si ça matche pas, bah, c'est que c'était pas le bon moment» et que je pourrais recommencer. Je pourrais m'ouvrir à peut-être à d'autres, opportunités de la vie. Donc ça a été vraiment se dire: «OK, ce premier entretien, il permet de nous rencontrer, de sentir si on a envie d'aller plus loin». Et moi, à la fin de ce premier entretien, j'ai demandé aux personnes de revenir vers moi quelques heures, quelques jours plus tard. On s'était fixé une deadline pour me dire: «Est-ce que tu es OK d'aller vers le second entretien? Est-ce que consciemment, tout ce que je t'ai dit, dont moi j'avais besoin, mais aussi tous les bénéfices que tu peux avoir dans mon entreprise», parce que c'est ça aussi quand on est petit entrepreneur, on ne pense pas à tous les bénéfices qu'on peut offrir. On peut juste voir: «Ah, on n'offre pas la sécurité de l'emploi» ou etc. Mais moi, il y avait plein de petites choses que je me suis dit: «Ah mais ça, je peux rajouter. Je peux rajouter des petits cadeaux, je peux rajouter des formations» et ça venait vraiment depuis mon espace de cœur et ça, je crois que c'était aussi quelque chose qui a été énormément apprécié des candidates parce qu'elles se sont dit: «Ah OK, elle me demande, elle exige d'une certaine manière, en tout cas, elle pose ses conditions sur la table, donc ça crée un cadre sécure parce que je comprends où est-ce que je vais aller, mais en même temps, il y a une vraie générosité». Je pense qu'on est dans un monde aussi où, le recrutement et l'entrepreneuriat a à être réinventé et Mmh. moi, j'ai aussi envie de créer un espace de travail qui va être le plus, empuissançant, joyeux, expansif pour les personnes qui onboardent avec moi dans l'aventure. Donc ça a vraiment été tout le premier processus et puis après on est arrivé, dans un deuxième processus où c'était plus de check des compétences et tu m'as partagé une manière de, fonctionner qui moi que j'ai adoré. Donc je ne vais pas m'approprier, des des fois je le fais, m'approprier des savoirs qui sont pas à moi. Est-ce que tu as envie de nous partager justement, la manière dont on a procédé pour, ce deuxième entretien? Donc effectivement, une fois qu'on a posé les non négociables et qu'on a cet entretien exploratoire, la deuxième étape, elle va être, bah, on aura décidé au préalable, hein, mais clairement, ça va être aller tester les compétences, mais réellement. C'est-à-dire, on va pas, enfin, moi j'ai vu en entreprise et des gens qui font rencontrer quelqu'un à 50 personnes, ils posent toutes les mêmes questions, ça c'est fini, out. Mmh. Enfin, les questions, c'est quoi tes qualités, tes défauts, out. On va faire un entretien, on va aller tester réellement les compétences. Et moi, j'utilise en fait une technique qui est clairement les entretiens structurés. Donc en fait, des entretiens structurés où en fait on a identifié les compétences et sur chacune des compétences, on va aller tester. Et on va aller tester comment? En fait, on va aller explorer sur le passé de la personne, lui faire parler d'un contexte, d'un environnement, de quelles ont été ses réactions, quelles ont été ses solutions trouvées, quels ont été ses résultats, quelle est sa prise de recul et comment est-ce que la personne, elle l'aurait fait différemment. Donc en fait, on va aller étudier et analyser quel a été son comportement sur chacune des compétences dans le passé, comment elle les a utilisées, que ce soit dans un contexte professionnel, associatif, privé, peu importe. Notre comportement est en général prédictif. Et justement, en connaissant le comportement prédictif de la personne, on peut évaluer à quel niveau elle en est sur une compétence sur laquelle elle va être évaluée. Donc ça, c'est vraiment la base de chez Base, de faire avoir des questionnements, utiliser des questions qui vont être pertinentes pour réellement aller identifier si la personne, c'est du bullshit ou pas, quoi. Mmh. Exactement. Tout simplement. Parce que quelqu'un qui fait de l'organisation d'événements et qui a jamais organisé un événement, elle aura beau vous dire, qu'elle tient ses délais et puis qu'elle s'est organisée et qu'elle, sait rester en contact avec les fournisseurs. Bon là, il y a beaucoup de compétences que je viens de noter à l'intérieur d'une même expérience, mais clairement, on peut pas faire du bullshit sur un entretien Mmh. structuré et clairement, ça va donner une prédictivité sur la Mmh. suite. Donc ça, c'est extrêmement important, et encore une fois, ça aide à prendre le recul. Mmh. Ça aide
de nouveau à faire un focus sur je vais pas chercher quelqu'un avec qui je m'entends bien, parce qu'il y en a qui sont extrêmement doués dans l'art de parler, de se présenter. Ça va vraiment de revenir sur quelle est cette compétence requise. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui va être organisé et structuré, bah, clairement, c'est pas en parlant que vous allez le savoir. C'est en posant les questions sur, OK, et quelle est la première chose que tu fais quand tu commences un nouveau projet et comment tu vas t'organiser et à quoi va ressembler ta semaine. Donc réellement en allant creuser en profondeur, un peu comme cet entonnoir. Un entonnoir où on va commencer sur des choses générales et après on va arriver vers quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc c'est ça qu'on avait Ouais. partagé. Et justement, pour donner un petit exemple, moi, je me rappelle une des soft skills que j'avais voulu tester, c'est la proactivité. J'aime les gens proactifs. Je m'ennuie avec des gens qui ne cherchent pas la solution avant de poser la question. C'est un truc, c'est quelque chose que j'apprécie pas en règle générale de gens autour de moi. Et c'était définitivement quelque chose que je ne voulais pas pour ma collaboratrice. Et donc, la première question que j'avais posée, c'est la dernière fois qu'il s'est passé, je sais pas, quel est le dernier projet que tu as développé? OK, j'avais le projet. C'est quoi, est-ce qu'il s'est passé, il y a eu un moment, quelque chose d'inattendu dans ce projet? OK, comment est-ce que tu as géré ça? OK, comment est-ce que tu l'as ressenti? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti? Et comment est-ce que ce que tu as ressenti, les émotions que qui t'ont traversé? Parce que quand il y a des imprévus, heu, c'est pas parce qu'on sait être proactive qu'on ne vit pas d'émotions, en fait, qu'on ne vit pas, la déception, la frustration, la colère, mais voilà, donc comment est-ce que tu gères tes émotions? Donc en plus, ça me donnait une idée sur la gestion des émotions et comment est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient être impliquées? Ah oui, OK, il y avait d'autres personnes et comment est-ce que tu as géré le fait d'être en lien avec d'autres personnes, avec cet imprévu, parce que du coup, ça me donnait aussi des idées sur ses capacités de communication, sur, est-ce qu'elle allait demander de l'aide? Est-ce que pas forcément? Qui me permettait aussi de checker d'autres choses qui allaient avec la proactivité, qui étaient des compétences importantes que j'avais besoin. Et comme ça, j'ai réussi à comprendre à quel point les personnes en face de moi étaient proactives ou pas. Et comme elles savaient, parce qu'on en avait déjà discuté, que ça faisait partie des choses qui étaient importantes pour moi, Mm. elles ont certainement peut-être compris, que j'étais en train de tester ça, heu et en même temps, elles pouvaient pas mentir. Parce que c'était, bah, à moins qu'elles inventent des situations et Non, des et en fait, l'enchaînement des questions est vraiment, fait d'une façon qu'en fait, on ne peut pas inventer. Mmh, C'est vraiment, quand on part dans un entonnoir, on demande à la personne de parler d'une situation mmh, concrète, mais mmh, vraiment spécifique, qui a existé mmh, dans le passé. Et donc à partir du moment où si la personne elle a pas de situation, mmh, on pose une autre question pour que mmh, la personne aille chercher d'autres situations. mmh, Et quand on parle du passé, on n'arrive pas mmh, à, mmh. entre guillemets, Non, l'intense. Puis de toute façon, si vraiment on a déjà sélectionné les bonnes personnes, elles vont pas aller raconter n'importe quoi. exactement. Elles vont rentrer dans le processus pour être le plus transparente. C'est avantageux des deux côtés. Mmh, Parce que comme tu l'as dit, c'est hyper important parce que là, tu détectes clairement les modèles de fonctionnement de la personne. Et si tu veux la faire grandir mmh, pour toi en tant que futur manager des personnes, tu as plein de clés mmh, qui ressortent de ces entretiens mmh, pour faire grandir la mmh, personne. Et ça, c'est ce que je trouve le plus beau, c'est que si on prend le temps de poser les bonnes questions, on a déjà, entre guillemets, le plan de développement de la personne totalement. sur les 12 à 24 mois pour l'accompagner en montée en compétences. Mmh. Tout comme nous, on va monter en compétences et déployer notre société. Mais tellement! Ce qu'elle vient de dire Pauline, repassez-le-vous-le parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre et c'est assez hallucinant. Je voulais aussi donc, parler, moi dans les entretiens, donc j'ai pris un temps pour aller, travailler sur ces soft skills avec ce questionnaire en fait, cet entretien structuré et puis après on a pris aussi un temps pour aller tester. Par exemple, bah, moi j'avais envie de déléguer de la gestion client donc, j'ai donné des exemples. Bah, et si, demain, tu es, en charge de répondre, aux ou de recontacter les, personnes qui sont en impayé. Ce serait quoi la démarche? Comment est-ce que tu te fais ça? Ou donc après, j'ai vraiment pris des situations très concrètes qui se passent peut-être, au quotidien dans mon entreprise et que j'avais envie de déléguer et de voir, bah, comment est-ce que la personne là, sans savoir quels étaient mes processus, sans, connaître, tout l'entreprise et sans être forcément formée, ce qui allait arriver après, c'était quoi sa 1re idée pour me rendre compte aussi à quel point est-ce que j'aurais besoin de la former si je la choisissais, mais aussi pour me rendre compte à quel point elle pouvait être, proactive
parce que c'était quelque chose qui était important pour moi, dans sa manière de gestion, de certaines situations. Et si on cherche pas de la proactivité, mais plutôt, quelqu'un un petit enfin, non, c'est horrible, un petit robot qui suit les étapes, bah, peut-être que c'est ça qu'on va aller tester par Ouais. ces mises en situation. La troisième étape, en fait, l'entretien exploratoire, ensuite l'entretien structuré qui va analyser le passé où on valide des compétences, va être effectivement cette troisième étape que je recommande à chaque fois. C'est un case study. C'est vraiment quel est le rôle sur lequel je vais recruter la personne, quelles vont être enfin, les tâches qu'elle va avoir dans son quotidien. Et en fait, c'est une mise en situation. C'est vraiment une mise en situation. Donc là, clairement, tu as donné l'exemple de relation client, comment tu réagirais. Je reviens beaucoup sur les financiers à chaque fois parce que j'ai recruté beaucoup de financiers. Mais voilà, j'ai recruté voilà, des personnes qui faisaient de la finance, du contrôle de gestion, des analyses. Après, quand on recrute des managers, bah, clairement, on les met en situation. On peut même le faire avec des entretiens de groupe. Mmh. On lui met d'autres personnes pour voir son style de management, de réponse, de questionnement. Donc, cette troisième étape, pour moi, elle est souvent négligée et elle est tellement importante. Pourquoi elle est négligée? Parce qu'en général, on se dit: «Ah, j'ai pas le temps» et en plus, on revient à l'affect. Tandis que quand on est réellement avec cette vision long terme, respecter ce processus où on peut vraiment s'autoriser à définir des non négociables. Deuxième étape, analyser les compétences du passé pour voir où en est la personne. Et le troisième, qui est vraiment la mise en situation. Là, on a réellement un retour de l'ensemble de la palette à 360 de qui on a en face de nous. Parce qu'on a ouvert le jeu de cartes, on l'a retourné complètement. Et du coup, la personne, elle s'est livrée à nous dans son authenticité. Après, il peut y avoir sur cette mise en situation bah voilà, un peu de stress, c'est pas évident, on ne connaît pas forcément. Et encore une fois, la personne, elle va ressortir au naturel. Et bah, c'est que comme ça qu'on va vraiment réussir à se dire si on a envie de bosser avec cette personne. Moi, je me rappelle quand je recrutais dans mes équipes en recrutement, et puis là, dans mes équipes de doTERRA, c'est est-ce que j'ai envie d'aller boire un café avec cette personne, quoi? Est-ce que j'ai envie d'aller manger avec elle le midi? Donc oui, ça, on y arrive, ce sera la dernière étape, mais dans en tout cas la partie sélection, vraiment respecter ces 3 étapes pour sentir la personne et aller creuser en profondeur sur ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, là, un peu comme ce qu'il y a derrière toi. On voit en général la petite partie en haut et l'intention, c'est d'aller explorer tout ce qu'il y a en dessous pour réellement capter la personne et voir si on a envie de se lancer avec elle. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu illusoire. Enfin, moi, je sais que dans mes propres processus de sélection, je présentais toujours le meilleur de moi. Puis je pense que comme, j'étais sur des postes qui étaient peut-être pas si importants que ça, après mes employeurs découvraient tout l'envers du décor de qu'est-ce que c'est que travailler avec Cécilia. Quelqu'un veut juste jouer dans la vie et qui, dès que ça devient trop sérieux, ça l'ennuie. Et je me suis enfin, pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que j'étais aussi très consciente dans mon processus de sélection que les personnes que j'avais en face de moi, elles avaient des vertus et des choses avec lesquelles j'allais devoir dealer aussi, des trucs qui allaient me trigger, qui allaient me déranger. Et en fait, c'était très puissant de les conversations que j'ai eues avec les personnes en entretien parce qu'en fait, on était honnêtes les unes envers les autres. Genre: «Toi, ça, je sais que moi, ce que tu me demandes, ça va me challenger. Mais je sens que c'est un challenge que j'ai envie de me» et Mm. là, je sens que sur ce point-là, on va avoir du mal à se rencontrer. Comment est-ce qu'on pourrait faire si jamais on travaillait ensemble? Et moi, je vous jure, ça a été un processus extatique de faire ce recrutement. Non, mais vraiment, j'ai pas d'autres mots parce que c'était trop puissant de voir des personnes qui étaient hyper motivées pour rejoindre, l'aventure et qui en même temps était à la fois si honnête, authentique, vulnérable dans ce qu'elles étaient. Mm. Et donc c'est le processus qui l'a permis, mais c'est aussi qui je suis. Parce que moi aussi, je sais être honnête sur ce dont j'ai besoin et ce qui est peut-être pas si agréable à vivre quand on travaille avec moi. Parce que j'ai aussi mes petites... Bon, voilà. On en arrive à la dernière étape. Donc moi, j'avais deux personnes hyper qualifiées à la fin. En tout cas, je me voyais travailler avec les deux personnes et pour moi, les deux étaient d'excellentes candidates et c'est ce que je leur ai vraiment dit, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces entretiens. Et en même temps, bon, la partie sauveuse à l'intérieur de moi, si elle aurait pu donner du job à tout le monde, elle l'aurait fait. Mais il a fallu que je choisisse. Il a fallu que je fasse un choix et que je me dise, OK, avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de travailler?
Et ça, j'ai mis une petite semaine à me décider. Il me semble que j'ai fini les entretiens un jeudi, non, même moins d'une semaine. J'ai fini les entretiens un mardi ou un jeudi et je donnais les réponses le samedi ou le dimanche. Donc j'ai eu quelques jours pour me décider. Je sentais venir la réponse. Comme je vous ai dit, moi, je prends beaucoup de décisions en test kinésio et en demandant avec du cacao quelle est, quelle est la marche à suivre. Et en fait, c'était à la fois clair et limpide et à la fois flou parce que mon ego, mon envie, mon humaine avait envie d'une candidate et je recevais tous les signaux de choisir une autre candidate. Et ça a été, je me rappelle, je t'ai appelée à la rescousse parce que j'étais là, Pauline, j'ai besoin de toi pour y voir plus clair, pour Mmh. voir clair dans mon processus de décision Ouais. parce que et là, j'ai de nouveau énormément d'émotions quand je le dis parce que waouh, c'est un enjeu, un vrai enjeu pour moi et là, je sens que je sais pas si je prends la décision depuis le bon espace. Mmh. Comment est-ce qu'on choisit, on ressent quelle est la perle rare à la fin? Bah, cette troisième étape de décision, parce qu'en fait, c'est une prise de décision, pour moi, elle est très importante, parce qu'effectivement, prise de décision implique que, ben, on va souvent gagner et perdre d'un côté. Donc bien entendu que les personnes qui vous ont accompagné sur un processus, c'est des perles rares. C'est juste quelle est celle qui va matcher pour moi avec tous les critères que j'ai définis depuis le début. Et encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très émotionnel et très intuitive aussi. Par contre, sur un processus, j'invite la personne qui recrute à revenir sur ses besoins, ses réels besoins, ne pas les négliger, se faire influencer par trop son émotionnel sur le coup, et justement revenir sur le besoin. J'ai pas envie de dire faire un classement parce que c'est pas faire un classement, mais c'est juste simplement revenir sur les besoins principaux et après dormir dessus. Et après, moi, j'aide beaucoup et j'aime beaucoup aider des leaders à développer leur intuition parce que Cécilia est une personne très intuitive et c'est magique de pouvoir travailler avec elle parce que clairement, il y a peu de gens qui sont aussi connectés à leur intuition, leur ressenti. Mais j'invite réellement les leaders, les managers, enfin vous si vous recrutez dans vos équipes, à vous connecter à cette intuition, à vous reconnecter à vos ressentis. On va pas se mentir, une première impression quand quelqu'un rentre dans une salle, ça nous marque. Qu'on le veuille ou non, de façon inconsciente, ça va nous marquer. Donc clairement, les deux vont pencher dans la balance. On revient aux besoins, on revient aux critères principaux. Je reviens avec le critère espagnol, pas espagnol. Enfin, parce que c'est juste pour vous dire, voilà, s'il ne parle pas la langue, il parle pas, ou alors pas suffisamment bien parce que vous l'aurez testé en entretien, bah non, ça joue pas quoi. Et encore, voilà, est-ce qu'elle a capacité, est-ce qu'elle est plus à 80% des compétences ou est-ce qu'elle est à 90, 95% ou est-ce qu'elle est à 25%? Tout ça, c'est là que ça va se jouer. Donc on revient aux besoins, on revient aux évaluations et après on écoute son feeling et après on prend sa décision. Mmh. Et moi, c'était quelque chose de très intéressant et j'aimerais le partager et j'en vois beaucoup d'amour aux 2 candidates qui ont participé à ce processus, si vous nous regardez. Hem, J'avais donc 2 profils et de nouveau, je vais en revenir à quelque chose dont j'ai parlé au début, qui est cette question de qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je cherchais quelque chose de long terme avec une possibilité d'évolution au sein de l'entreprise et sachant que l'entreprise va certainement aussi s'exporter à l'international. Donc, il y avait plein d'enjeux qui n'étaient pas juste les enjeux ici et maintenant de ce dont j'ai besoin, qui étaient en gros me structurer et m'épauler sur certaines tâches qui sont un peu répétitives et qui sont pas ma zone de génie mais avec une possibilité d'évolution. Et j'avais 2 profils, j'en avais les 2 qui fitaient, plus ou moins sur le court terme. Il y en avait une qui fitait même mieux, enfin qui était encore plus, idonique pour la partie, structurée, déléguée, enfin qui était vraiment, excellente pour le court terme le court terme. Il y en avait une autre, qui avait du potentiel là-dessus, mais qui avait peut-être montré un petit peu moins de, sérieux, de structure durant les entretiens et c'est moi ça m'a mis en PLS parce que j'étais là: «Bah, du coup, je vais prendre la plus structurée, enfin, elle fit là!»
Et puis Pauline, elle m'a ramenée à mes besoins, elle m'a ramenée à ma vision, elle m'a ramenée à pourquoi est-ce que j'avais Mmh. démarré ce processus d'entretien. Et si les 2 fitaient plus ou moins sur du court terme, il y en avait une qui fitait encore plus sur du long terme, notamment, avec, cette possibilité d'expansion bras droit. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui se voit travailler pour Kaluna peut-être toute sa vie, par exemple. Et ça, waouh! C'est quelqu'un qui, l'international vers lequel j'ai envie d'aller, c'est l'Amérique latine. C'est quelqu'un qui vit déjà en Amérique latine, qui a déjà énormément de contacts, là-dessus, qui pourrait parfaitement faire un match, sur ses compétences, sa zone de génie dans l'accompagnement d'autres types de projets plus communautaires, plus d'envergure. Et en fait, quand Pauline m'a ramené à ça, c'était juste, ah ok, c'est, euh, c'est une évidence. C'est une évidence qui me coûtait à accepter parce que ça voulait dire non, ça voulait dire non à quelqu'un et c'était un challenge pour moi. Mais j'avais vraiment envie de raconter tout ce processus parce que ça permet peut-être de toucher plus du doigt concrètement c'est quoi trouver la perle rare et c'est quoi toutes ces questions qu'on peut se poser au moment de ah ok on a des profils, ils vont tous certainement correspondre à différents niveaux et c'est vraiment revenir à la vision, aux besoins et à écouter les ressentis profonds vis-à-vis de ces besoins-là, quoi. Mmh. Ouais. Oui, bah, enfin, moi, c'est ma passion. J'aime beaucoup, enfin, le recrutement, ça a été une grande passion et je l'ai fait enfin, je le fais depuis des années. J'ai commencé à recruter en 2010, donc depuis, je me suis pas arrêtée de recruter. Et, et voilà, j'avoue que moi, j'adore trouver le mouton à cinq pattes et, entre guillemets, lui trouver la bonne place. Parce que pour moi, vraiment, encore une fois, chacun est unique, chacun a sa place et c'est ça qui est magique. Donc quand on recrute, voilà, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai recruté dans une société qui ouvrait. On est passé de 20 à 80 et un taux de rétention, au bout de 5 ans, les personnes, elles étaient toujours en poste. On a eu, je crois, sur tous ces recrutements, on a eu, je crois, 1 ou 2 personnes avec qui on s'était trompé, mais clairement, oser aller approfondir et prendre du temps sur ces étapes-là qu'on vous a décrites. Vous allez vous dire, mais ah, elles en ont parlé presque pendant 1 heure. Bah oui, en fait. Simplement, c'est quand on est préparé. Derrière, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide, en fait, de se lancer. Et clairement, bah, si on veut recruter quelqu'un en travail temporaire pour 1 mois, on va sur les applis en ligne, là, Fiverr, on recrute quelqu'un sur une mission et basta. Là, on parle vraiment on veut grandir, on veut évoluer. Et c'est en général les plus grosses problématiques des leaders d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête une personne en France, un leader du développement personnel. Pour lui, parler du recrutement, ça a été aussi très, très important. Parce qu'en fait, aller recruter les talents, quitte à miser, mettre une rémunération peut-être un tout petit peu plus élevée ou donner des avantages plus importants, juste pour s'assurer qu'on va ensemble sur du long terme. Mmh. Il y a une citation très basique, hein, mais le tout seul, je vais plus vite et puis ensemble, on va plus loin. Oui, vous l'avez déjà sûrement entendu, mais clairement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Enfin, si on est là toutes les deux aujourd'hui pour vous en parler, bah, c'est juste que seul, on peut peut-être se planter et faire des erreurs. C'est important dans tous ces processus. C'est important d'apprendre de ces erreurs et c'est un peu le roller coaster de la vie. Enfin, Mmh. pour moi, d'apprendre, de se tromper, d'ajuster. Des fois, 1 millimètre, ça fait la différence. Mais là, on parle vraiment de ensemble, s'entraider, partager les processus pour justement recruter la personne avec qui tu co-construis et avec qui tu vas pouvoir avancer sur du long terme. Et vraiment, je voudrais, on va glisser, doucement vers la fin de cet épisode et Pauline nous l'a magnifiquement introduit et je voulais juste, témoigner de nouveau pour moi, c'est en train de tout changer dans mon entreprise d'avoir eu, l'audace de recruter et j'aurais pu me dire que c'est pas le bon moment. En fait, je pense qu'il y a jamais de bon moment pour prendre ce genre de décision, parce que c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir qu'on fait et on peut attendre d'avoir, un cash flow, énorme pour commencer à le faire. On se dit mais en fait non. Vraiment si tu commences à sentir que ton agenda, il est trop rempli, il est et qu'il y a plein de petites tâches, qui, sont très chronophages pour toi et qui en même temps te permettent pas d'être dans profondément ton essence et de pouvoir délivrer au maximum de qui tu es à tes clients, à tes coachés, à tes patients. C'est que peut-être tu es au moment
où justement c'est à observer quelles sont ces tâches qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre et qui peut-être, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça changera pas grand-chose. Enfin, il y aura pas une valeur déterminante. Et, et à partir du moment où tu sens que c'est le bon moment, moi je te dirais fonce. Parce que comme le dit Pauline, c'est un enjeu de leader et c'est l'un des points centraux qui va te permettre d'évoluer. Et donc, je suis contente aujourd'hui de pouvoir apporter cette pierre à l'édifice sur le comment, finalement, sur la Mmh. structure de ce processus-là. Peut-être dites-moi en commentaire ou sur Instagram si vous aimeriez un épisode sur le comment faire confiance. Comment, comment s'ouvrir à se reposer sur quelqu'un d'autre. Parce que, en tout cas, pour moi, ça a été mais d'une profondeur de challenge et émotionnellement un roller coaster assez impressionnant, ça le reste. Et en même temps, quand on sélectionne la perle rare, quand on la ressent, quand on match avec cette perle rare, euh, c'est un processus qu'on ne vit plus seul. Cet espace d'empuissancement, en fait, après, on peut se rendre compte que ouais, on a quelqu'un sur qui on peut se reposer. On a quelqu'un sur qui on peut compter. Moi, je ressens tellement d'amour aujourd'hui pour Hélène, qui est donc mon assistante, que certaines d'entre vous connaissent déjà, parce qu'elle est déjà très, très présente à l'intérieur de mon monde. C'est quelqu'un avec qui je viens de passer une semaine de vacances, c'était juste incroyable. Et justement, de nouveau, c'est quelqu'un avec qui je peux passer une semaine de vacances et on adore, et on parle pas que de boulot, et on parle plein de trucs qui sont hyper chouettes, hyper nutritifs. Et, euh, et je pense que finalement, euh, trouver la perle rare, c'est s'offrir cet espace de puissance, d'empuissancement, d'expansion, c'est s'offrir cet espace de je peux impacter plus de personnes, mais c'est aussi s'offrir des liens qui ont une profondeur, une gratitude, une compassion qui est assez unique et assez rare. En tout cas, moi, dans mon expérience, vraiment, j'ai j'ai profondément, énormément d'amour pour toutes les personnes qui sont en train de rejoindre, donc Hélène et Pauline aussi, qui est en train de rejoindre le derrière du Kaluna parce que, waouh, en fait, c'est de l'amour en barre que des personnes donnent à ton projet. Et je pense que de s'offrir le luxe d'avoir ça en tant que leader, c'est apprendre à ne plus avancer seul. Et ça peut paraître très challengeant, très émotionnellement waouh, mais je vous jure que c'est un waouh qui est hyper positif à partir du moment où on ose se lâcher. Si vous avez du mal à vous lâcher, utilisez Adaptive, etc. Je vous jure que moi, il m'a vachement aidé dans ce processus. Est-ce que tu as envie de partager un dernier mot, Pauline? Non, je pense que tu as tout dit. Merci beaucoup. Ça va être différent pour chacun. Cécilia a mis des mots qui étaient juste magiques parce qu'en fait, ça représente clairement euh, les coulisses de son entreprise, tout l'amour, toute cette compassion, tout cet accueil, enfin toutes les choses qu'elle a en place. Et en fait, ces valeurs qu'elle transmet, c'est pas que des valeurs en fait dont elle parle en fait à ses clients. C'est clairement des choses qu'elle vit chez elle, à l'intérieur d'elle, dans ses valeurs, dans son sang. Et du coup, bah, c'est vécu après en coulisses avec les personnes qui rejoignent l'aventure. Donc, bah, voilà, les personnes que tu recrutes sont au reflet de qui tu es. Et c'est assez beau à voir parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on pose les fondations pour pouvoir se permettre de grandir et d'aller plus haut. Oh. Merci à toi qui nous a regardé jusqu'à maintenant. N'hésite pas à venir en commentaire, à venir sur Instagram, sur nos Instagrams respectifs que je mettrai en description. Parce que ce sera avec grand plaisir de savoir qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant cet épisode de podcast. Est-ce que tu en es au moment où tu délègues ou est-ce que tu es juste curieuse et que tu te nourris pour plus tard? Euh, et si c'est le moment pour toi, n'hésite pas aussi à nous dire bah, quelle est l'étape que tu n'avais pas forcément envisagée et que grâce à cet épisode de podcast, tu t'es dit «Ah mais ouais, j'avais pas pensé à ça!» Merci Pauline! Merci Cécilia! Et vraiment plus merci Pauline là-dessus parce que même si maintenant c'est quelque chose que j'ai eu l'expérience, sans Pauline, je pense que je serais passée à côté de plein de choses dans mon processus de recrutement. Merci à toi.
Et puis n'hésitez pas à vous abonner à l'Art de ta puissance. On continue toutes les semaines, les lundis à 8 heures. On sera toujours en place, toujours présent. Et c'est un grand plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à écouter, à nous suivre. Partagez aussi cet épisode de podcast à tous les entrepreneurs qui peuvent en être dans ce moment-là, de se dire: «Ah OK, j'ai besoin de recruter la perle rare pour continuer de m'expandre parce qu'en fait, je sens que j'ai tellement de choses à donner au monde et que ce serait tellement dommage que j'en reste là». Je sais qu'on est plein à être dans ce cas-là et c'est pour vous que je crée, ce contenu 100 gratuit, 100 offert, 100 d'une valeur, je crois assez incroyable, et avec grand plaisir de vous le partager. Alors, partagez-le aussi, que ça arrive à tous les cœurs qui en ont besoin. Merci, merci, merci de votre présence et je vous souhaite une très, très belle journée. À tout vite. Ciao, ciao.